Bonjour, bonsoir, aujourd'hui l'équation de Schrödinger en bref, ça va être une vidéo assez courte puisque il y a étrangement assez peu de choses à dire au niveau prépa sur l'équation de Schrödinger puisque la mécanique quantique reste un chapitre assez contenu. Bref, donc on débute tout de suite. Alors j'y vais directement un peu de manière brute en disant que le point de départ c'est qu'on pose une fonction psi voilà, qui dépend de la position et du temps. Ici on est en unidimensionnel, on a juste x comme coordonnée, qui est une fonction complexe, voilà, qui va être notre fonction d'onde, qui va en quelque sorte représenter la particule, puisque en fait, si on regarde le carré de son module, on va obtenir en fait une densité de probabilité de présence, c'est-à-dire que c'est la même chose que pour les probabilités, sauf que c'est quand on fait sur, vous avez déjà fait la probabilité par exemple de tirer un nombre réel au hasard entre 0 et 1, ben là c'est pareil, c'est une densité de probabilité, c'est une fonction qui indique la probabilité de trouver la particule, et du coup c'est pour ça que justement la probabilité d'avoir la particule c'est 1, donc on va avoir ce qu'on appelle la condition de renormalisation, qui nous dit que en fait l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du carré de ce module doit valoir 1. Et pareil, si vous voulez savoir par exemple la probabilité de trouver votre particule entre A et B, voilà, que x soit compris entre A et B, ben cette probabilité, c'est-à-dire P de x appartient à B, avec x la coordonnée de votre particule, donc la probabilité de la trouver dans l'intervalle AB, c'est l'intégrale entre A et B du carré du module de la fonction d'onde. Et voilà, en faisant ça, hop, dx, vous obtiendrez ça. Donc maintenant qu'on a défini les choses, c'est bien, mais il reste encore à voir ce que vérifie comme équation psi. En fait, psi vérifie une équation qui est très utile, l'équation de Schrödinger, qui est un postulat. Ça ne se démontre pas, c'est un postulat. Dans l'idée, si on veut faire le parcours historique, il faut voir qu'en fait, à l'époque, il y avait déjà des équations pour décrire des choses. Et en fait, Schrödinger, ce qu'il a fait, c'est qu'il a cherché à généraliser une équation qui existait déjà, et il en est arrivé à son équation de Schrödinger, qui est donc une généralisation d'une autre équation. Et donc c'est pour ça qu'on ne la démontre pas vraiment, que c'est un postulat, mais elle marche très très bien. Et en l'occurrence, cette équation, elle nous dit que IH bar fois la dérivée temporelle de votre fonction d'onde, c'est égal à moins H bar carré sur 2m fois la dérivée seconde par rapport à la position de psi plus V psi. Alors on va expliquer un peu. D'abord, le terme ici en IH bar dérivé par rapport au temps, ça correspond à l'énergie de votre particule. Et ce que c'est que votre énergie elle va être égale à deux termes. Le premier terme, c'est ce qui correspondrait à une énergie cinétique. Si vous voulez exactement, en fait, dans le cas général, il faut remplacer cette dérivée seconde par un Laplacien. Mais c'est la même chose ici en unidimensionnel. Donc ça vous dit en fait que votre énergie totale, votre énergie quantique, elle est égale à une énergie cinétique, plus en fait une énergie potentielle. C'est ça que représente le V psi, c'est l'énergie potentielle de la particule. Ensuite, en prenant psi, qui est égal à une fonction phi qui dépend de x fois exponentielle de moins i oméga t, on va avoir quelque chose de très intéressant. Mais avant, pourquoi on fait ce choix? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, si on regarde l'équation de Schrödinger, on s'aperçoit qu'elle est linéaire. Il n'y a pas de carré de psi, il n'y a que des combinaisons linéaires de psi et de ses dérivés. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, toute solution de l'équation de Schrödinger peut s'écrire comme une somme de solutions qui s'écrivent de cette forme. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est les fonctions qui s'écrivent de cette forme, en fait, ça correspond à des états stationnaires, c'est-à-dire des états où rien ne dépend du temps, on va le voir, et du coup, par exemple, où votre énergie est constante. Et donc, chaque véritable état peut s'écrire comme une somme d'états stationnaires. Et justement, quand on s'intéresse du coup à cette forme particulière de fonction, où on a un produit de chacune, on va tomber sur une version simplifiée où on a donc h bar carré sur 2m fois la dérivée droite cette fois seconde de phi plus e moins v fois phi égale 0. Alors, dans les détails, j'écris car e égale h bar oméga, voilà, puisque vous êtes familier peut-être avec e égale h nu, voilà, pour calculer l'énergie par exemple d'un photon. Sachant que h bar c'est h sur 2pi et que oméga c'est 2pi fois la fréquence, h bar oméga c'est pareil que h nu. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous dérivez par rapport au temps dans l'équation de Schrödinger ici,
vous laissez indifférente la fonction phi, vous avez juste un moins i oméga qui va tomber devant. Et donc vous aurez i fois i, ça fait moins 1, fois moins 1, ça fera 1, donc c'est bon. Il restera juste le h bar oméga devant la dérivée, et du coup il n'y a plus rien en fait, et du coup il vous sera juste le h bar oméga fois psi. Et après on divise tout par exponentielle de moins i oméga t pour simplifier, et on tombe sur cette équation qui est donc la version pour une onde stationnaire. Et de plus, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir aussi que phi et phi et sa dérivée sont continus. Ça c'est très important, même s'il y a une petite astérisque à rajouter. En réalité, la dérivée n'est continue que dans le cas où votre potentiel est borné. Si vous avez un potentiel qui n'est pas borné, un potentiel infini, ce n'est pas le cas. Vous aurez juste la continuité de phi et pas de sa dérivée. Mais c'est pas grave parce qu'on peut toujours s'en sortir plus ou moins. Voilà. Par contre, c'est très important, voilà, d'avoir ces deux conditions. Alors qui découle directement en fait de l'équation, hein, parce que ça du coup c'est une équation d'ordre 2, enfin plutôt phi vérifie cette équation d'ordre 2, et donc c'est une fonction deux fois dérivable, donc sa dérivée est continue, et elle est aussi elle-même continue. Voilà, donc maintenant on peut passer à la suite, qui est en fait l'application à un cas particulier, à un cas assez particulier, l'application au cas d'une marge de potentiel, puisqu'au final tous les autres cas ça fait plus ou moins de la même manière. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, donc il faut imaginer que vous avez votre onde, votre particule qui arrive depuis les x négatifs, donc elle va vers la droite, et donc elle a une certaine énergie, et puis elle rencontre un moment ce qu'on appelle une marge de potentiel, c'est-à-dire que ici son énergie potentielle était nulle, et puis là paf, on passe à une énergie potentielle non nulle, V0. Et donc ça va faire quelque chose, ça va faire qu'en fait, du coup, si on réécrit l'équation de Schrödinger, on peut l'écrire deux fois, on peut l'écrire pour les x négatifs, où elle s'écrit comme ceci, du coup on a le h bar carré sur 2m, etc., plus e phi, et par contre elle devient différente pour les x positifs. On voit qu'on maintenant on n'a plus un terme en e, mais un terme en e moins v0. Ce qui va se passer, du coup, en fait, c'est que quand votre particule arrive, elle a une certaine probabilité. Si son énergie est supérieure à V0, elle a une certaine probabilité de passer et une autre probabilité d'être réfléchie. Donc on va voir la probabilité d'être réfléchi ou la probabilité d'être transmis. Ça va dépendre de certaines choses. Et justement, on peut voir si on commence à résoudre. Si justement E est supérieur à V0, on se rend compte que du coup, ici, pour la partie pour les x positifs, on va se retrouver avec l'équation caractéristique d'un oscillateur harmonique. Exactement. Et donc, les solutions de l'équation d'un oscillateur harmonique, ça s'écrit comme une somme de cosinus et de sinus. Une autre manière d'écrire une somme de cosinus et de sinus, c'est de mettre une somme d'exponentielle dont de nombres imaginaires. Et donc, voilà, on va l'écrire. Du coup, on va dire que pour les x négatifs, ça s'écrit toujours A1 exponentielle de ikx. Et pareil pour les x positifs, donc dans les deux cas. C'est juste que du coup, on va avoir le K1. Donc K1, il faut ici, donc ici vous revenez dans l'équation, vous multipliez par 2m sur h bar carré pour avoir vraiment l'équation caractéristique de l'oscillateur harmonique. Mais donc vous faites, après vous avez K1. Donc on va pouvoir l'écrire comme ceci. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on écrit. Parce que du coup, en fait, qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'on ait ici exponentielle de ik1x? Ça revient à dire qu'on a une onde, plutôt une particule qui vient depuis les x négatifs, les x en moins l'infini. Donc ça, c'est ce qu'on dit. On a une particule qui vient depuis la gauche et qui se déplace vers la droite. Ce terme ici en moins ik1x, ça correspond à une particule qui est réfléchie. Donc ça, c'est bon. Ici, le terme en exponentielle de ik2x, ça correspond à la particule qui a passé la marge, donc c'est bon. Par contre, a priori, ce terme-là, en exponentielle de moins ik de x, ça correspondrait à une particule qui vient depuis x égale plus l'infini ou x tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est pas possible, puisque on sait que on n'a pas de particules qui viennent depuis l'infini à droite. Donc, ça nous permet de dire immédiatement qu'en fait, ce terme est nul. Et donc maintenant, quand on va utiliser nos conditions aux limites, on va avoir donc la continuité de phi, la continuité de sa dérivée. Ça va nous donner donc A1 plus B1 égale A2. Et K1 fois A1 moins B1 égale K2 A2. Avec ça, après,
on va pouvoir trouver l'expression, en résolvant, on va pouvoir trouver l'expression de deux choses, le coefficient de réflexion. Donc le coefficient de réflexion qui correspond en fait, grossièrement on peut dire c'est ce qui revient par rapport à ce qu'on a envoyé. Et donc ça, ce qui revient c'est B1 et ce qu'on a envoyé c'est A1. Et on a un coefficient de transmission, ça c'est grossièrement on peut dire c'est ce qui est parti par rapport à ce qu'on a envoyé. Et donc ça, ce qui est parti c'est A2, sur ce qu'on a envoyé c'est A1. Et donc là, vous pouvez trouver R et T. Il suffit de sommer les deux lignes ou de faire les différences, etc. Faire ce genre de combinaison de lignes va permettre de trouver ces deux coefficients. Et voilà. Après, vous aurez résolu, c'est immédiat. Par contre, il y a un autre cas. Là, on s'est placé dans le cas où E est strictement supérieur à V0, mais il y a aussi l'autre cas, le cas où E est plus petit que V0. Et là, c'est un cas qui n'est pas interprétable en mécanique classique, puisque a priori en mécanique classique, une particule qui a une énergie plus petite que la marche ne peut pas passer la marche. Ça ne marche pas comme ça en mécanique quantique, c'est un peu différent. En mécanique quantique, qu'est-ce qu'on fait? On réécrit l'équation de Schrödinger et on réécrit ses solutions. Ce qui se passe, c'est que donc, si on retourne sur l'équation, on va se retrouver avec ici, donc avant on avait l'équation caractéristique d'un oscillateur harmonique, puisque le terme devant phi était positif, mais maintenant il va être négatif ce terme. Et donc ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où les solutions avant, c'était des combinaisons de cosinus et de sinus, maintenant les solutions, ça va être des combinaisons de cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique. Donc ça, comment on l'écrit? On l'écrit en fait comme une somme d'exponentielle de k de x et de exponentielle de moins k de x. Et donc, une fois qu'on a fait ça, c'est bon. Maintenant, encore une fois, se pose la question de vérifier si tous les coefficients sont corrects. Le coefficient en A1 exponentielle IK1x, ça on a dit, ça correspond à la particule qui est envoyée, qui arrive. Donc ça c'est bon. Le B1 exponentielle de moins IK1x, c'est la particule qui est renvoyée. Il y a une certaine probabilité d'être envoyée, donc ça c'est cohérent. Et là, on a un terme en A2 exponentielle K de x qui correspond en fait à du coup une certaine probabilité de quand même réussir à passer. Particule qui réussirait à passer, c'est ça qui n'est pas intuitif. Mais donc c'est bon. Par contre, là, on peut pas interpréter physiquement le terme en B2, ce terme-là en B2 exponentielle de moins K de x. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que comme K2 est négatif, ici, notre exposant est positif. Et si vous vous souvenez, on a dit, on a notre condition de normalisation qui nous dit que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du module de psi au carré, ça doit valoir 1. Mais ça, c'est aussi égal, du coup, c'est aussi égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de phi carré, le module de phi carré dx. Et donc, si ce terme est non nul, qu'est-ce qu'on a? On va avoir une exponentielle avec une exponentielle d'un truc positif. Et ça va diverger, ça va tendre vers plus l'infini. Donc, c'est pas possible. Parce que justement, nous, on veut pas que ça diverge. Donc, on prend ce terme, on le met égal à 0. Comme ça nous permet d'éviter d'avoir une solution qui diverge. Et voilà, maintenant que vous avez fait ça, vous avez fini. On refait pareil que tout à l'heure, on remet les conditions aux limites. Et on va retrouver tout. Et c'est comme ça qu'on fait tout le temps, en fait. Que ce soit, donc là c'est pour une marche de potentiel, mais vous pouvez avoir un potentiel constant par morceau, c'est-à-dire une alternance de plusieurs marches. On pourrait imaginer très bien avoir quelque chose donc, où vous avez, donc ça c'est votre, on fait un axe, hop, on pourrait faire comme ça, hop, ça c'est les x, et on pourrait imaginer par exemple, je vais faire n'importe quoi, on pourrait imaginer un potentiel qui se mettrait donc comme ça, puis là on a une chute. Vous pouvez faire une chute de potentiel, une marge de potentiel, etc. Puis là, par exemple, il reprendrait à une hauteur différente. Hop, hop, et il continuerait. Et puis là, on aurait une chute ici, par exemple. Et en fait, pour résoudre, par exemple, ces cas, ce que vous faites, c'est qu'à chaque fois, vous allez découper chaque région. Donc ici, on dirait on a x1, ici, on a x2, ici, on a x3, ici, on a x4. Et ce que vous faites, en fait, c'est qu'à chaque fois, vous réécrivez l'équation de Schrödinger sur chacune des régions. Et après, vous résolvez sur chacune des régions. Et après, il vous suffit juste de réussir à raccorder toutes vos solutions
Et voilà. Et après, c'est tout bon. Le cas encore un peu plus particulier, si on veut aller pousser, c'est un cas qui est traité normalement en première année de prépa. C'est le cas... Alors, attendez, j'ai pas fait un trait droit. Le cas du puits de potentiel infini. Donc, hop, hop. C'est-à-dire, vous avez un truc comme ça. Voilà. Et là, vous dites que votre puits, donc, il a une longueur L. Et là, donc, la seule différence, c'est qu'on ne peut plus utiliser la continuité de la dérivée. Mais par contre, on va avoir la continuité de la fonction en elle-même. Et ça va nous suffire, parce que du coup, on va mettre la continuité en x égale moins L sur 2 et la continuité en x égale L sur 2. Et ça va tomber tout seul. Après, on va avoir tout qui va tomber. Bref, j'espère que ça aura été relativement clair. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à rajouter. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. C'était Adam. Ciao tout le monde!